Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'excellence 5.0. Aujourd'hui, comme à l'habitude, je vous présente ma vision de ce qu'est en train de devenir l'excellence opérationnelle quand on l'intègre avec l'industrie 5.0. Donc, à chaque mois, je vais recevoir un invité ou une invitée pour nous parler d'un sujet précis et de son apport à l'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Lynn Demers. Bonjour Lynn. Salut. Lynn est conseillère innovation au DEV, donc Développement économique Vaudreuil-Soulanges. Et tout récemment, avec Lynn, on a mis sur pied, en fait, Lynn a été l'instigatrice d'une conférence sur les ESG. Et donc, on a pensé que ça serait une bonne idée aujourd'hui de venir vous parler de cette conférence-là, de ce qui a amené vers la conférence et de vous partager ce qu'on a appris pendant la conférence. Alors, Lynn, comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Puis merci de l'invitation, mais j'ajoute une petite affaire entre nous deux. Merci de me sortir de ma zone de confort, parce que pour ceux qui sont là, et vous savez pas, mais j'ai vraiment, j'ai pas accepté sur le champ. J'étais dans mes craintes, dans mes peurs, mais je suis très, très heureuse d'être là aujourd'hui. Ben moi aussi, je suis très heureuse que tu sois là. Tu vas voir, ça va super bien se passer. Les gens qui nous écoutent sur LinkedIn, je vais vous inviter à nous faire un petit coucou sur le chat pour qu'on puisse savoir que vous êtes là. Et en même temps, si vous avez des questions, des commentaires que vous voulez rajouter, ben n'hésitez pas, on va pouvoir les adresser au fur et à mesure de notre conversation. Alors, n'hésitez pas et surtout, indiquez-nous de où vous vous connectez. J'aime ça savoir les gens sont où. Est-ce qu'on a juste du monde de Vaudreuil ou est-ce qu'on a du monde d'ailleurs? C'est toujours intéressant de le savoir. Alors, pour commencer, Lynn, tu as réfléchi à mettre sur pied une conférence sur les ESG. Qu'est-ce qui t'a intéressé à t'intéresser aux ESG et pourquoi une conférence? OK. En fait, là, moi, j'ai passé une partie de ma carrière aux États-Unis, dans une très grande entreprise, là, rayonnement international. Puis, pendant mes 13 ans, j'ai occupé différents postes de direction, puis dans différents secteurs de l'organisation. Et peu importe le poste dans lequel j'ai été, à tous les niveaux de l'organisation, les facteurs ESG ou plusieurs facteurs ESG, je ne devrais pas dire pas tous, mais plusieurs étaient au cœur de nos opérations, de nos stratégies, de nos pratiques d'affaires. Puis cette organisation-là a vraiment, m'a permise de développer des nouvelles compétences de gestionnaire. Tu sais, j'ai touché j'ai vraiment développé la compétence de l'éthique, tout ce qui est le leadership collaboratif, je vais l'appeler, là, qui rassemble, qui mobilise toutes les parties prenantes, tes employés, tes clients, tes fournisseurs, tous tes partenaires. Puis beaucoup la gestion du changement, hein, parce qu'on s'entend là, que la gestion des critères ESG, c'est aussi, comme dans l'excellence opérationnelle, beaucoup de changements. Fait que ça m'a permis de développer une approche puis peut-être que ça va faire tordre les orteils de certaines personnes, mais que j'appelle plus holistique de la gestion. Fait qu'en plus de piloter la performance, puis des équipes, puis des opérations qui étaient déjà dans mes cordes quand je suis arrivée là, ben j'ai compris comment faire ça, mais en contribuant positivement à l'environnement, aux employés, puis tout ça dans un milieu qui faisait beaucoup la promotion la promotion de la transparence, de la responsabilisation, puis de l'intégrité. Fait que c'est pas d'hier, c'est comme ça fait plusieurs années que je chemine dans le développement durable. OK. Et puis, tu as mis sur pied la conférence avec le développement économique Vaudreuil-Soulanges où tu travailles maintenant. Qu'est-ce que tu visais avec cette conférence-là? Bien, dans mon rôle, dans mon travail actuel, je côtoie beaucoup d'entreprises, je te dirais des TPME, là. Fait que je côtoie beaucoup de dirigeants du secteur industriel, distribution, logistique, des services B2B. Puis, dans mes rencontres avec eux, sans le nommer, j'aborde souvent des éléments ESG, tu sais, pour comprendre leur culture, comprendre les enjeux, comprendre où ils sont rendus dans l'évolution de leur entreprise. Puis, je faisais souvent le même constat, tu sais, qu'il y avait plusieurs concepts, que tu parles de développement durable ou de responsabilité sociale des entreprises ou de critères ESG. Les concepts sont galvaudés, puis les entreprises,
je te dirais, les directions, ils réalisent même pas ce qu'ils font de bien, qui est déjà en lien avec ça. Ou ils savent pas comment se prendre, par quel bout prendre, manger l'éléphant. Fait que je voulais vraiment sensibiliser, démystifier, je voulais leur donner envie d'agir aussi, envie, faire une prise de conscience. Je voulais que ça les touche. Puis en me disant, ben, ça va peut-être les motiver à se mettre dans l'action ou, en tout cas, les rendre un petit peu plus près pour quand ils seront rendus là. Mais c'est vrai, ce que je trouve ça intéressant quand tu dis que il y a des organisations qui font déjà des étapes, mais qui se rendent même pas compte que c'est en lien avec les principes ESG. Fait que des fois, c'est moins gros qu'on pense parce qu'on en fait déjà, mais on n'a juste pas fait le lien avec l'élément que ça peut apporter. Exact. C'est intéressant. Lors de la conférence, Lynn, on a reçu, il y avait plusieurs conférenciers, puis là, je dis on parce que j'ai eu le plaisir et le privilège d'animer la journée de conférence et de préparer un peu les conférenciers avec toi, mais on a reçu des gens qui sont venus nous parler de faire un topo de c'est quoi les ESG, ça vient de où, donc qui nous a donné comme une perspective un peu historique. Après, on a vraiment parlé avec différents conférenciers qui ont parlé du côté environnement, du côté social et du côté gouvernance. Est-ce que, quels sont les éléments que toi, tu as retenus par rapport au ESG, aux différents éléments qui ont été abordés? Et est-ce que tu sais quels sont les éléments qui sont ressortis pour les participants par rapport au ESG? Ah, c'est une super bonne question. Ben, ça m'amène, puis là, tu viens de starter mon moteur, là, ça va. C'est bon, c'est ça qu'on veut. J'ai la tête pleine d'affaires à partager, mais écoute, pendant cette journée-là, le rendez-vous ESG, on a utilisé, les participants avaient l'opportunité d'utiliser une plateforme technologique qui s'appelle Plan Monarque, dans laquelle, après chacun des conférenciers, ateliers, ils pouvaient mettre une cote, une évaluation de leur appréciation. Mais après ça, dans une section particulière, ils pouvaient entrer leurs idées, leurs actions pour après, à la fin, recevoir un plan d'action concerté. Fait que moi, j'ai eu l'opportunité de voir toutes les notes et les actions qui ont été prises par les participants qui ont utilisé la plateforme. Puis c'était vraiment intéressant. Puis, tu sais, je peux vous donner des exemples. On a parti notre journée avec Francis Gosselin, qui est un conférencier hyper dynamique. Puis le titre de la conférence, c'est moi qui avait demandé de le faire comme ça, c'était intégrer les facteurs ESG dans les stratégies, une option ou une nécessité. Puis Francis, tout au long de sa présentation, premièrement, je pense que le grand constat des participants, c'était que les facteurs ESG, c'est une grande, vaste étendue d'actions possibles pour améliorer son impact. Tu sais, c'est hyper large. Oui, c'est énorme. L'autre affaire, c'est qu'il n'y a pas de recette standard. Là. Tu ne fais pas un gâteau au chocolat. Là. Fait que, tu sais, ça part vraiment des tripes de l'entrepreneur ou de l'équipe de direction qui a une volonté d'améliorer quelque chose, son empreinte à quelque part dans l'entreprise. Puis, Francis, il donnait la recette. Fait que mathématiquement, il a établi une recette de réussite. Puis c'est la formule du succès des 3A. C'est 3A, c'est attitude plus aptitude égale altitude. Puis ça, je te dirais, là, sur le 40% des gens qui ont pris des notes, plus que la moitié l'avaient pris en note. Fait que qu'est-ce que c'est l'attitude? Bien, l'attitude, c'est tes convictions, c'est ton point de vue, c'est qu'est-ce que, comme dirigeant d'entreprise, tu souhaites laisser comme empreinte à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi te questionner qu'est-ce que tu souhaites que ton entreprise laisse comme empreinte plus tard. Sur les aptitudes, ben, c'est ton savoir-faire, ton savoir-être. Qu'est-ce qui te distingue, hein, dans le fond, de tes compétiteurs? Puis, les deux mis ensemble, additionnés, ben, ça fait l'altitude. C'est aller plus haut, aller plus loin, puis inspirer les autres. Puis cette formule-là,
il l'a appliqué au ESG, mais elle s'applique Dans tout. partout, même dans nos vies. Oui, tout à fait. Ta réponse à Francis, ça aussi, ça l'a marqué les participants. Ben, la réponse à la question, c'est une option ou une nécessité? C'était, c'est une opportunité. C'est ni un ni l'autre, c'est une opportunité. Fait que tu décides si tu apprends ou tu n'apprends pas. Puis pourquoi c'est une opportunité? Ben, c'est parce que les grands donneurs d'ordre commencent à le demander. Les institutions financières commencent à ajouter ces critères-là dans leurs critères d'évaluation. Les changements climatiques, on va s'entendre, là, je pense qu'ils sont là, on les voit. Puis la nouvelle génération de travailleurs, ils ont ça sur leur radar, OK? Vraiment, quand tu jases avec les gens, là, les jeunes de 15 à 30 ans, là, c'est vraiment, ils accordent une importance aux valeurs de leur employeur, puis ils veulent aussi voir que ces valeurs-là sont concrètes, puis sont sont véhiculés, mais sont aussi vécus là, dans le day-to-day des entreprises. Oui, ça ne peut pas être juste une valeur sur le mur. Il faut que ça soit vraiment vécu et il faut qu'on travaille en fonction de cette valeur-là. Exact. Oui. Fait que, puis Francis, naturellement, tout au long de sa présentation, il nous a un peu brassé le Canadien là, avec des reality checks. Après ça, sur le côté plus environnement, ESG en général, puis environnement, on a eu l'équipe d'experts du développement durable, de développement économique Longueuil, qui sont venus nous présenter, dans le fond, les outils. Tu sais, par quoi tu commences? Par exemple, faire l'autodiagnostic du BNQ 21000, qui est gratuit, ça pourrait être une bonne étape. Puis eux, pour toutes les entreprises de la Montérégie, il offre un accompagnement qui est gratuit pour aider les entreprises à parcourir l'autodiagnostic puis à le compléter. Fait que, ça, c'est un bel outil. Ils nous ont parlé naturellement du bilan carbone. Ils nous ont expliqué les scopes 1, 2, 3. Ça, c'est toutes des choses que les participants ont notées. Fait que c'est quoi le scope 1, c'est quoi le scope 2, c'est quoi le scope 3? 1, c'est ce qui est interne dans l'entreprise, tes équipements, tes véhicules, ton scope 2, toute l'énergie que tu consommes, là, gaz, vapeur, électricité. Puis le scope 3, qui est le dernier, mais non le moindre. Non, le moindre, oui. Oui, c'est tout ce que tu as en amont puis en amont puis en aval. Fait que les déplacements de tes employés pour se rendre au bureau, les déplacements professionnels, les déchets que tu génères, comment ta marchandise est transportée puis est distribuée. Fait que ça, c'est gros. Oui, ça va même jusqu'à la fin de vie de tes produits que tu vends aussi, comment les consommateurs en disposent. Est-ce que toi, tu les reprends, tu recycles? Ça va très loin. Je pense qu'ils nous l'ont mentionné aussi, les Scope 3, c'est ceux qui sont les plus difficiles justement à quantifier et à travailler parce que c'est tellement à l'extérieur de notre zone de contrôle, mais c'est quand même là qu'il y a le plus d'importance aussi. Exact. Puis je pense que le clou de cette présentation-là, c'était qu'il y avait le témoignage d'une entreprise, l'entreprise Groupe Firma Rocket Hammer, qui est une entreprise dans le milieu de la construction puis de la gestion immobilière. Puis on avait la chance d'avoir le VP, Michel, qui est, il a définitivement touché les dirigeants qui étaient là, par son humilité, mais par aussi sa transparence, puis comment il nous a dit les vraies affaires. Parce que eux, avant même d'embarquer dans le bilan, il avait décidé, l'équipe de direction, que ce qu'ils allaient travailler, parce que c'était probablement là qui était leur meilleur gain pour diminuer leur empreinte environnementale, c'était de transformer la flotte de véhicules en flotte électrique. Mais grande surprise, quand ils ont terminé leur bilan, de constater que la flotte de véhicules représentait 2-3 %, là, je me souviens pas du chiffre par cœur, mais de toute l'empreinte globale, de toutes les émissions carbone. Puis le gros morceau, c'était les déchets de construction qui représentaient 90 %. Fait que ils ont eu tout un reality check, comme on dit. Bon, ça les a pas empêchés de continuer à transformer la flotte de véhicules, qui est correct, qui est une belle action quand même.
Mais quand ils ont entrepris un plan d'action, tu sais, pour régler, pour améliorer la gestion des déchets, ben ils ont frappé, tu sais, ils ont frappé des murs, mur après mur après mur. Puis, c'est le message, tu sais, Comme on dit en anglais, pun intended, ils sont dans la construction, ils ont frappé des murs. Mais c'est bon, c'est bon. Mais, tu sais, fait que Michel, il nous disait, il faut pas se décourager, il faut être patient, mais il faut surtout apprendre de ses erreurs. ouais, Puis, c'est l'autre chose aussi, tu sais, qui est beaucoup ressorti, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions à Michel disant, mais savez-vous, c'est quoi les indicateurs de performance des autres de vos compétiteurs, tu sais, dans les mêmes créneaux. Puis Michel, il disait, non, je ne sais pas, mais à quelque part, c'est pas important. Parce que la démarche, il faut que tu la fasses pour toi. Il faut qu'elle soit internalisée, puis c'est toi qui se compare à toi-même. ouais, Puis dans ton évolution, dans tes stratégies, puis ça aussi, c'est quelque chose qui était le fun, je trouve, à entendre, c'est-à-dire, c'est ça. Il faut que tu sois méthodique, il faut que tu sois flexible, puis il faut que tu le fasses pour toi. ouais, tout Euh, à fait. Après ça, T'as-tu des choses à ajouter dans l'environnement, toi? non, c'est pas mal ça que j'ai retenu. En fait, ben, une des choses que j'ai retenues, c'est qu'il y a plus d'outils qu'on pense Oui. à notre disposition pour être capable d'entamer ces réflexions-là. Puis j'ai beaucoup aimé aussi les commentaires de Michel, dans le sens que c'était, oui, c'était une grosse démarche qu'ils ont entrepris. C'était une volonté interne de vouloir s'améliorer, de faire des changements. Mais quand ils ont réalisé que le changement qui était prioritaire ou celui qui générait le plus de gains, ils ne pouvaient pas le travailler, j'ai aimé le fait qu'ils ne se sont pas découragés, puis on dit, ben, on va le mettre de côté pour tout de suite, mais on va travailler sur d'autres choses, puis on va cibler autre chose où on a plus de contrôle. Parce que ils ont frappé le mur, comme tu as dit tantôt, mais en fait, ils ont frappé la réalité de l'écosystème dans lequel ils travaillent. C'est qu'ils sont pas isolés de leur environnement, sont pas isolés des partenariats qu'ils ont. Et même si eux ont cette volonté de faire des changements, ben, si le reste de l'industrie avec eux ne la fait pas, c'est sûr que ça peut mettre des freins dans ce qu'ils peuvent accomplir, surtout dans un chantier de construction. Il y a tellement de corps de métier qui sont impliqués. Je pense que cette réalisation-là, elle était quand même intéressante à écouter, mais c'est surtout le message de faut pas se décourager, il faut trouver la prochaine chose sur laquelle on peut travailler, sur laquelle on a du contrôle puis qui va avoir un impact. Moi, Ouais. j'ai vraiment beaucoup aimé ces entretiens-là et les présentations en lien avec l'outil, mais qu'est-ce que ça leur a apporté réellement, concrètement sur le terrain. J'ai trouvé que c'était très pertinent et très inspirant aussi. Oui, exact. Après ça, on s'est attaqué au S du ESG, donc tout l'aspect social. Puis, on a eu Cynthia Dupri, qui est une médiatrice interculturelle, qui est venue comme mettre la table sur les EDI. Donc, EDI étant l'équité, la diversité et l'inclusion. Et on a, tu sais, son petit atelier nous a permis de cheminer. Tu sais, on a vu en équité, on a vu la notion de privilège. Fait qu'on avait chacun 14 petits statements 14 questions, oui. 14 questions à répondre oui ou non pour se rendre compte qu'on, tu sais, dans nos vies, on n'a pas eu toutes les mêmes chances, toutes les mêmes opportunités, puis on n'a pas non plus fait face aux mêmes contraintes. Ce qui fait que, c'est ça, on arrive tous à un niveau différent. On a vu aussi la notion d'égalité versus l'équité, tu Oui. sais. Mais Lynn, je voudrais juste revenir sur son petit questionnaire qui nous a fait réfléchir. C'est important de mentionner que quand on dit qu'on n'a pas tous eu les mêmes opportunités ou les mêmes avantages, c'est pas parce que nous, on les a pas travaillées. Là. Les questions, c'était vraiment des choses qui nous sont léguées, là, on n'avait pas tant de choix que ça dans ce qu'on a eu. Donc, c'est des avantages, c'est des privilèges qu'on a appris, qui nous ont été passés de génération en génération, de parents en enfants, sur lesquels nous, on a très peu d'impact, mais c'est quand même avec ces cartes-là qu'on commence. Ouais, Donc, cette notion-là, elle était vraiment, vraiment intéressante. Puis, je sais pas, elle nous a fait lever la main à un moment donné sur les gens ouais, qui ont eu 14, les gens qui ont eu 13 et tout. Moi, je me suis toujours. C'est drôle, là, parce que ce moment-là, pour moi, ça a été un des moments marquants de la journée. J'ai toujours pensé que j'étais privilégiée dans beaucoup de choses de ma vie. Mais quand elle a fait lever les mains, j'étais probablement une des personnes avec les scores les plus bas.
Ouais. de tout le groupe. Puis j'ai fait comme, oh, attends, moi, je me suis jamais perçue comme ça. Fait que ça m'a fait comme un, oh, OK, faut-tu que je recorde? Est-ce qu'il faut, tu sais, ça m'a fait me questionner un peu. Fait que son exercice, même si ça n'a pas duré longtemps, était Ouais. assez percutant Ouais, il pour était moi, en tout cas. pertinent. Moi, j'ai eu la même réaction que toi, c'est que j'ai vu les mains se lever à 14, puis tu sais, moi, je n'étais pas à 14, je n'étais pas à 13, je n'étais pas à 12, puis je me suis dit, oh my God, OK, mais tu sais, en même temps, les barrières auxquelles on a fait face, ça fait de nous qui on est aujourd'hui. Absolument. Mais tu sais, c'est ça, il était là. Oui. Il était là, ça m'a fait me questionner là-dessus. Fait que c'était vraiment intéressant. La notion d'égalité et d'équité aussi. Cynthia fonctionne beaucoup par image, puis ça aussi, ça a marqué l'imaginaire des participants. Parce que puis je sais pas si je peux bien le décrire, mais tu sais, on avait comme 2 images avec 3 personnages qui n'ont pas la même grandeur. Fait que dans la partie, puis qui regardent Une c'était une partie de game baseball. de baseball, une game de Oui. baseball. À travers une Puis, clôture. à travers une clôture. Puis dans la partie égalité, fait que vous pouvez vous imaginer que le plus petit, ben, il voyait rien, il voyait la clôture. Puis que l'égalité, ben, c'est qu'on leur donnait un bloc, mais tous, les 3 avaient un bloc de la même grandeur. Fait qu'exactement de la même hauteur, qui ne montait pas nécessairement le plus petit à hauteur de clôture pour voir la game. Fait que ça, c'était l'égalité. Mais que l'équité, c'est pas ça, c'est permettre à tout le monde de voir la game. Donc, le plus petit a eu les 3 blocs, tu sais, ou 2 des 3 blocs. Fait que c'était vraiment Oui. intéressant la façon qu'elle présentait ça. On a parlé de, tu sais, on a aussi compris la différence entre c'est quoi de l'intégration puis c'est quoi de l'inclusion. Fait que Mhm. ça, aussi, là, on avait un exemple concret, tu sais, de ce que ça voulait dire. Fait qu'il y a beaucoup plus, tu sais, l'intégration, c'est quelque chose qui est à court terme, c'est quelque chose qui, tu sais, on veut rendre les nouveaux opérationnels, on veut les acclimater à l'organisation, mais l'inclusion, c'est se poser la question, comment on fait pour qu'ils se sentent acceptés, qu'ils se sentent valorisés, qu'ils puissent être en mesure de contribuer pleinement dans l'organisation. Fait que, tu sais, moi, je revoyais plein d'exemples. Tu sais, je revoyais l'école Oui. où tu rentres comme étudiant, tu sais, dans une nouvelle école, on te donne ton horaire, on t'explique c'est quoi les règles, on te donne une place dans une classe. Fait que ça, c'est de l'intégration. Mais l'inclusion, c'est beaucoup qu'est-ce qui se passe dans le cours d'école, tu sais, c'est Mhm. comment, qui essaie de savoir tes goûts, tes aspirations. Est-ce que les élèves t'invitent à jouer avec eux autres? Fait que comment le lien émotionnel et social se crée? Puis encore là, tu sais, il y a plusieurs entreprises qui ont mis ça dans leurs commentaires, tu sais, qui doivent améliorer l'inclusion, fait qu'ils ont vu les faiblesses de leur organisation. Fait que ça aussi, c'était vraiment fascinant. Oui. Après, on a eu un panel que tu as eu l'opportunité d'animer, d'ailleurs, avec brio. On avait Mélissa Saint-Louis, qui est de la firme Nuance, qui est une experte en neuro-inclusion. Et Mélissa, elle nous a brassé avec les mots qu'on utilise. Ça a été vraiment des coups de poignard de dire oh my God, il faut que je change mon vocabulaire. Entre autres, tu sais, elle a posé la question aux participants, tu sais, qui a participé à des processus d'entrevue et qui a, à quelque part dans le processus, utilisé le mot fit. Tu sais, la personne, est-ce qu'elle Mhm. fit dans le groupe ou elle fit pas, tu sais, pour telle et telle raison. Puis c'est quoi? Qu'est-ce qui veut dire le mot fit? Ben, le mot fit, hein, ça veut dire est-ce qu'il nous ressemble? Est-ce qu'il y a les mêmes valeurs? Est-ce qu'il y a, tu sais, le même type d'activité sociale? Est-ce qu'il y a les mêmes goûts? Puis, tu sais, elle nous disait, faut faire attention parce que fit, ça nous ressemble. Mais la diversité, dans le fond, on devrait se demander qu'est-ce que le candidat ajoute à l'équipe? Tu sais, qu'est-ce qu'il apporte de différent? Puis je te dis, on s'est tous regardés, puis depuis, j'ai parlé à 3 entrepreneurs qui étaient là, puis ils me disent hey, moi, le fit, j'utilisais ça tout le temps. Mais là, je veux plus l'utiliser parce que c'est vrai qu'on se pose pas nécessairement la bonne question. Puis, tu sais,
une des choses que les participants ne savaient pas, c'est que toi et moi, quand on a eu notre rencontre avec Mélissa, j'avais préparé des questions. Ah, puis une de mes questions, je demandais, mais c'est quoi les tendances? Oui. Mélissa, ça y a fait lever les poils sur le corps, là. Puis, tu sais, moi, ça m'a amené dans une réflexion parce que là, elle disait, oui, mais attends une minute, non, j'aime pas ça. Parce qu'une tendance, c'est comme une mode. C'est quelque chose qui C'est va passer. passager. C'est Oui. passager. Mais là, on parle d'humain dans une organisation. Fait que j'aimerais mieux qu'on parle d'orientation parce qu'une orientation, c'est quelque chose qui est en constante évolution, qui va évoluer selon ce qui se passe dans l'entreprise, mais aussi, tu sais, dans le monde en général, dans la culture, Fait que, tu sais, elle nous a vraiment, vraiment fait prendre conscience que notre vocabulaire, il était pas tout le temps à point, puis pas tout le temps inclusif. Oui, mais même aussi quand elle parlait du processus de recrutement, puis de comment les questions qu'on pose, puis qu'est-ce qu'on regarde, de ce que j'ai compris, quelqu'un qui est neurodivergent ne va pas mettre l'accent sur les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Donc, le processus lui-même de recrutement, il a un biais, pas inconscient parce que c'est comme ça qu'on a tout le temps fait les choses, là, mais il y a un biais qui fait en sorte qu'on est en train d'écarter des gens parce que il n'y a pas le fit, mais parce qu'on ne l'évalue pas de la manière à faire ressortir qu'est-ce qu'eux font de bien. Sinon, on l'évalue toujours en comparaison à comment nous, on fait les choses. Donc, juste ça, ça fait en sorte qu'on n'est pas capable d'amener plus de diversité dans nos équipes parce que le processus lui-même, il est biaisé vers un type de personnalité ou un type de réflexion ou de style de réflexion. Fait que moi, ça m'a... J'ai trouvé le vocabulaire, clairement, ça a eu un impact, mais quand elle a expliqué les processus de recrutement aussi, j'ai trouvé ça très important d'en prendre conscience puis à réaliser que on laisse combien de monde de côté à cause de ce processus-là qui aurait pu être un ajout fort intéressant pour notre organisation. Fait que moi, c'est ces deux choses-là que j'ai retenues beaucoup de Mélissa. De Mélissa. On avait comme deuxième invité sur le panel Suzanne Donofrio du REFAC. Suzanne est une spécialiste en inclusion économique, donc diversité, mais chez les fournisseurs. Puis là aussi, tu sais, la conversation était vraiment très dynamique, mais aussi des belles prises de conscience, tu sais. Moi, ce que j'ai retenu de la présentation de Suzanne, c'est oui, il y a des avantages à aller, tu sais, à être plus inclusif économiquement, mais c'est un effort délibéré. C'est quelque chose qu'il faut que tu décides de faire. Puis, tu sais, malheureusement, il y a plein de barrières systémiques, tu sais, aussi, où on les trouve, comment on les identifie, ces fournisseurs-là potentiels. On a plein de billets, tu en parlais tantôt, tu sais, de préjugés, des fois qui sont inconscients, mais qui sont là. Donc, pour que ça devienne vraiment imprégné dans nos façons de faire, ben, il faut qu'on ait une stratégie, il faut que l'équipe d'approvisionnement soit formée, il faut qu'on ait des indicateurs de performance, il faut être capable d'identifier ces fournisseurs-là potentiels qui sont issus de la diversité, puis il faut avoir l'ouverture, tu sais, fait que c'est pas quelque chose c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il soit pensé. Puis Suzanne, aussi, avec le REFAC, puis une équipe, ils ont développé une plateforme qui s'appelle Maya, M-A-I-A, qui est, c'est Maya Connex, si je me rappelle bien. Mais vous allez avoir le lien en passant, là, à la fin, Véronica va vous partager le lien pour les présentations qui sont sur le site web de DEF qui ont été faites la semaine passée. Puis, j'ai la présentation de Suzanne sur Maya, qui est une plateforme sur laquelle tous les employeurs, là, qui viennent de la diversité ou pas, peuvent aller se mesurer, faire un autodiagnostic de où est leur maturité dans la diversité des fournisseurs, puis après ça, quelles actions ils devraient prendre. Puis, c'est aussi une plateforme où on peut connecter avec des entrepreneurs qui viennent de la diversité. Fait que on a vraiment eu des outils puis des réflexions très concrètes.
Tout à fait. Puis, ben, moi, c'est sûr que je suis très impliquée au niveau de la diversité des fournisseurs, mais dans les deux cas, que ce soit Mélissa ou Suzanne, on aurait pu passer la journée juste à parler Mmh. avec chacune d'entre elles, tellement il y avait mais en fait, avec tous les conférenciers, je pense que c'était vrai. Oui. Mais les ayant mis dans un panel ensemble, on voulait démontrer qu'au niveau de l'aspect social, puis on a juste touché le côté EDI du social, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qu'on aurait pu aborder au niveau social, mais on voulait juste, ce qu'on entend beaucoup EDI, c'est plus au niveau de des différences culturelles. Mais là, avec le panel, on a vraiment voulu montrer que l'EDI s'étend, c'est plus large que juste que la diversité culturelle, Mmh. que oui, c'est dans l'organisation, mais aussi c'est dans l'écosystème général de l'organisation que ça se travaille. Et les deux ont apporté des points fort intéressants. En fait, moi, une des choses que je retiens beaucoup de Suzanne aussi, c'est qu'elle nous partage les chiffres, puis qu'elle nous dit que je pense que c'est 18% des entreprises, des PME au Canada qui appartiennent à des femmes, mais malgré ça, elles génèrent moins de 1% des achats qui sont faits dans les grandes chaînes d'approvisionnement canadiennes. Donc, c'est parce que moi, j'ai tout le temps dit, je comprends pas que comme femme, on est considéré de la minorité. On est quand même 51% de la population, mais comme femme entrepreneur, on est de la minorité. Et c'est cet écart-là entre ce qu'on représente comme marché versus ce qu'on est capable d'aller chercher. C'est pour ça que la diversité des fournisseurs, elle est là. Donc, là, les données qu'elle partageait étaient assez percutantes aussi pour voir pourquoi c'est important d'avoir ces actions-là. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas juste nous comme individus ou nous comme dirigeants d'entreprise, c'est dans notre gouvernement, tu sais, elle nous Oui. expliquait les barrières systémiques qui sont là, qui font que ces entreprises-là issues de la diversité, qui sont souvent plus petites, ont même pas accès, tu sais, ils n'ont pas accès aux appels d'offres, ils n'ont pas accès parce que ça fait que, tu sais, je pense que quelqu'un comme Suzanne puis l'équipe du REFAC qui travaille à décloisonner, Oui. puis tu sais, faire des changements pour que la société québécoise progresse, ben c'est super important. Tout à fait. Tout à fait. Troisième sujet, pilier de notre ESG, gouvernance. Gouvernance. Écoute, on a commencé l'après-midi avec Sophie Gagnon du groupe Pilia qui est venue nous parler d'éthique. Puis moi, j'avais vu Sophie dans ton podcast. C'est comme ça que j'ai connu Sophie qui, qui, qui nous a parlé d'éthique, puis tout son parcours. Fait que je voulais faire vivre ça aux participants. Je voulais, parce que c'est pas, hein, on s'entend que c'est vraiment pas dans la conversation day-to-day, puis tu sais, je dirais même, là, je pense que c'est rare qu'il y a des échanges dans les entreprises sur l'éthique. Puis, ce que les participants ont retenu, c'est que, premièrement, c'est que l'éthique, c'est pas nécessairement, là, être 100% conforme aux règles puis au processus. L'éthique, c'est beaucoup plus large que ça. Tu sais, ça implique, quand on a une situation délicate à gérer, ça implique de faire une analyse. Ça implique d'avoir des nuances. C'est pas parce que la règle a dit c'est juste A, B, C qui est permis que dans le contexte de ce qui est arrivé, que peut-être que D devrait être permis dans ce contexte-là. Puis, toute une question de jugement aussi. Hein, fait que ça, les gens sont sortis en disant « Oh my God, c'est plus complexe que comment je le voyais. » Tu sais, l'éthique, pour moi, puis je pense que je l'ai dit au début, c'est vraiment une compétence. Je considère que c'est une compétence que j'ai eu l'opportunité de développer dans l'organisation où j'étais. C'est une compétence, je pense, qui permet de déterminer ce qui est le mieux à faire dans une situation qui est hors norme ou qui est délicate. Puis, oui, ça implique des enjeux. Tu sais, des fois, il y a des enjeux de cohérence, il y a des enjeux de communication. Ça, il y en a à Partout. tous les niveaux. Puis, mais il y a aussi un enjeu de gestion des attentes. Tu sais, de comprendre, tu sais, on revient à la notion de privilège. Que les employés, ils ont une perspective des attentes qu'on a d'eux. Puis quand ils nous voient gérer des situations, ben
ils nous jugent là-dedans, puis ils se disent « Ouh, attends une minute, comment ça, qu'il y a ça? » Fait que c'est super important de bien comprendre les attentes. Puis, tu sais, ce qui est à retenir aussi, c'est quand on a une posture éthique, peu importe où on est, dans quel environnement on travaille, même à l'intérieur de notre famille, ben je pense que ça engendre la confiance, des clients, des fournisseurs, des employés, de tous tes partenaires. Ça bonifie ta réputation aussi, tu sais, comme individu, comme personne. Puis dans une entreprise, ben ta réputation, c'est un intangible, c'est un actif intangible, m'a dire, Mais tellement mais important. inestimable, là. Ouais. Parce que, tu sais, on a vu des entreprises s'écrouler parce que leur réputation a été mise à terre. Mais c'est aussi, ça engendre aussi la performance. Tu sais, moi, je pense sincèrement que c'est un levier de croissance qui rend les entreprises plus résilientes parce que tu gères mieux les risques. Fait que c'est ça, c'était très intéressant. C'était pas un sujet facile pour les participants, mais ça l'a ouvert les esprits. Ben, faut se le dire, hein, on parlait avec Sophie d'éthique tout de suite après le lunch. Fait que là, où est-ce que la majorité des gens ont comme une petite perte d'énergie. Donc, on a voulu garder ça un peu dynamique. Mais en fait, moi, les éléments que je retiens beaucoup de toutes les conversations que j'ai avec Sophie depuis que je la connais, comme tu l'as bien dit, la compétence, l'éthique, c'est une compétence. Ça, c'est le premier élément que je retiens. L'autre chose que je vois, c'est qu'on a tendance à parler d'éthique une fois qu'il y a eu un problème. Mais justement, de parler d'éthique proactivement nous permet de mieux gérer les situations risquées ou les situations problématiques que l'on peut croiser. Parce que de la manière que je le comprends, puis c'est peut-être très succinct là, de la manière que je l'explique maintenant puis que je le comprends, mais je trouve que la réflexion éthique nous permet d'élaborer un processus de réflexion dans lequel on établit qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qui est dans notre champ de responsabilité dans lesquels on est confortable pour outiller les gens à dire, ben si ta prise de décision se fait de manière à évaluer ces éléments-là, tu as agi d'une manière éthique. Donc, pour moi, je trouve que c'est une compétence. Quand tu l'as dit au podcast, je trouve que c'est tellement vrai, mais c'est vraiment, si on l'utilise de manière proactivement, on est capable d'outiller tout le monde dans l'équipe à mieux prendre des décisions parce qu'on a établi les barèmes sur lesquels, pour nous, c'est important de prendre les décisions. Fait qu'on va limiter les possibilités de risques, d'enjeux, de réputation, de problèmes. Toute l'équipe va être capable de travailler dans une lignée qui va éviter ces problèmes-là. Fait que moi, c'est ça que je retiens beaucoup avec Sophie. Ouais. Ben, j'aime ça ce que tu dis parce que l'autre chose, tu sais, que je réalise, parce que là, il me popait plein d'exemples de ma vie antérieure. C'est que ça te met des lunettes différentes. Puis des situations que je pense qu'avant, j'aurais eu tendance à laisser glisser, que là, ma posture était différente parce que j'avais cette vision-là. Tu sais. Donc, ça devenait important pour moi de les adresser. Tu sais. Oui. Ouais. Puis, ensuite, oui. Ben, j'étais pour continuer. Après, on avait Thierry Allegrucci. Ouais. Allegrucci, qui est venu nous parler d'un système EOS. Oui. Donc, on a fini la journée. Fait que Thierry avait tout un défi, là, mais défi qui, lui-ci, il a super bien relevé parce que l'évaluation des participants sur sa section était très, très bonne. Donc, Thierry, il est du groupe Stratégium et c'est un expert du système EOS. E pour Entrepreneurial, O pour Operating, puis S pour Système. Fait que c'est un système de pilotage puis de tableau de bord qui est un modèle. Puis là, moi, je le connais de plus en plus parce que je côtoie, puis on jase, Thierry et moi, mais c'est vraiment un cadre qui est très, très puissant, mais très basique. C'est des choses qu'on connaît, mais qui sont structurées dans un cadre qui aide les organisations à atteindre leurs objectifs. Par quoi? Ben, par trois choses. C'est la clarté, la discipline, puis la responsabilisation. Puis
Thierry, dans l'heure qui nous a conduit à travers toutes les étapes du système EOS, il a donné beaucoup d'outils puis de principes que, tu sais, que tout le monde connaît, mais qui ne sont pas appliqués. Tu sais, faire des bonnes réunions efficaces, qu'est-ce que ça prend? Puis, tu sais, pourquoi on tourne en rond, puis on revient la semaine d'après, puis il y a la moitié des affaires qui ne sont pas réglées. Mais aussi se positionner sur est-ce qu'on a les bonnes personnes dans les bons sièges? Parce que, tu sais, tu peux être un excellent employé, mais si tu n'es pas assis sur la bonne chaise, ben, tu n'es pas fonctionnel, tu n'es pas productif, puis ainsi de suite. Fait il nous a vraiment permis, puis tout au long de son allocution aussi, d'intégrer comment on intègre les critères ESG dans notre évaluation de notre performance, puis dans notre day-to-day. Fait que certains critères peuvent pas être mis là de façon hebdomadaire. Fait que c'est correct, tu comprends-tu? C'est correct qu'on doive ajuster, puis que peut-être ça fait une fois par mois. Il y en a qui sont difficiles à mesurer. Comment on fait? Tu sais, quelles questions on se pose? Comment on voit notre progression si on peut pas mesurer? Fait que c'était vraiment super intéressant. Oui, moi, c'est ce que j'aime de ces outils-là, c'est que souvent, puis tu sais, la méthode Lean, c'est un peu ça aussi, mais moi, je trouve que c'est du gros bon sens. C'est juste que nos vies entrepreneuriales sont tellement rendues complexes avec tous les différents chapeaux qu'on doit porter, qu'on ait une équipe ou pas. Il y a tellement de différents facteurs maintenant à contrôler, c'est pas le bon terme, mais à chapeauter en même temps dans une organisation qu'on a tendance à oublier le gros bon sens. Puis je trouve que cette méthodologie-là qui nous a présentée, justement, nous permet de se recadrer sur des choses qu'on connaît, comme tu as dit, qu'on connaît, mais qui sont structurées d'une manière facile à intégrer, puis qui nous permettent de voir le progrès que l'on fait à travers ces outils-là, puis de voir comment on peut progresser, puis d'avancer, puis de se rendre aux objectifs que l'on cible avec des choses simples qu'on a mis en place, qu'on a juste ramené dans la logique de gestion. Ouais, moi, c'est de travailler en équipe. Oui, oui, beaucoup. Travailler en équipe, puis de mobiliser aussi les gens à l'intérieur de l'organisation. Ouais, effectivement, c'est ça. C'est des choses de base, mais qu'on escamote, tu sais, disons, du processus, parce qu'on pense on veut aller plus vite. On pense qu'on va plus vite, mais on ne va pas plus vite. Souvent. Non. Non, ah non, au contraire, on veut sauter des étapes pour aller plus vite, mais après, on est obligé de revenir en arrière parce qu'on a sauté des étapes. Fait que ça mettait vraiment un cadre de réflexion et d'avancement très, très structuré, mais qui permettait justement de se rendre où on voulait se rendre. Ouais. Très concret. Tu sais, oui, vraiment tout à fait. Très concret, là, avec une recette. Oui, tout à fait, oui. Autre chose sur le déroulement de la journée? Ben non, la bouffe était super bonne. C'est vrai, la bouffe était bonne. Qu'est-ce que tu vois, Lynn, qui sont les prochaines étapes? Pour les gens là, qui ont participé à une conférence comme ça, c'était quoi les prochaines étapes? Ben, en fait, tu sais, comme je l'ai dit au début, ça part de 2, ça part de l'E-Trip. Fait que, tu sais, jusqu'à date, j'ai eu une entreprise qui a levé le drapeau puis qui a dit, écoute, je veux avoir un diagnostic, je veux comprendre où je suis dans les différentes catégories pour avoir un plan d'action, pour, tu sais, évoluer. Mais vraiment, ça appartient à tous. Puis j'ai vu dans leurs notes, tu sais, il y en a certains qui c'était clair pour eux ce qu'ils devaient faire. Tu sais, revoir telle procédure, revoir la façon dont on fait le recrutement. Fait que je pense que c'est ça. Tu sais, il n'y a pas de recette. Encore une fois, ça part d'où ils sont, de ce qu'ils souhaitent accomplir, puis de faire des petites actions. C'est les petits pas qui vont vous amener toujours un petit peu plus loin. Fait que si vous avez l'attitude, les aptitudes, ben vous allez aller en altitude. C'est vraiment ça. OK. Puis c'est vrai que Francis a marqué l'imaginaire avec beaucoup des points qu'il avait apportés. On a reparlé de sa présentation pendant toute la journée. On refaisait des liens avec ce qu'il avait présenté. C'est vrai, le A plus A égale A était assez marquant pour tout le monde, effectivement. Ben dans le cadre des podcasts que je fais, on fait toujours un lien avec l'excellence opérationnelle parce que c'est mon bagage d'expertise, donc on revient toujours à ça. Moi, j'ai plein de trucs que pendant toute la journée, je faisais comme OK, oui, je faisais plein de liens. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as perçues dans la journée en lien avec l'excellence opérationnelle? Et crème, tellement. Puis moi aussi, ça fait partie de mon parcours.
L'excellence opérationnelle puis les critères ESG, c'est étroitement lié. Pourquoi? Parce que pour moi, ils partagent des objectifs communs d'amélioration, tu sais, d'amélioration continue. On est dans l'optimisation d'une performance X, Y, Z, mais tu sais, globale. Puis même, je suis venue à penser que la relation entre les deux est même synergique, tu sais, dans le sens que l'excellence opérationnelle, elle t'apporte les outils, l'approche, la méthodologie, puis les ESG, ben, ils donnent une orientation stratégique qui élargit les objectifs qu'on voit de façon standard dans l'excellence opérationnelle. Tu sais, dans le concret, puis toute la journée, je faisais des liens, parce que je me disais, tu sais, dans le concret, mettons, avec l'excellence opérationnelle, on vise à optimiser les ressources. Fait que disons qu'on attaque les gaspillages. OK, gaspillage de temps, tu sais, les non-conformités, d'activités à non-valeur ajoutée, de pertes énergétiques. Mais on maximise l'efficience, on réduit les coûts, mais en même temps, là, on réduit, la majorité du temps, on réduit notre empreinte carbone. Fait que si on l'avait mesuré, on verrait le gain qu'on vient de faire. Fait qu'ils sont vraiment sont liés. La même affaire du point de vue social. T'sais. Moi, j'ai été dirigeante d'usine d'opération manufacturière, puis on mettait toujours de l'avant des projets pour améliorer les processus liés à la sécurité, au bien-être des employés. C'est partie intégrante de ce qu'on faisait en excellence opérationnelle. Fait que réduire les incidents, réduire les tâches répétitives. Mais tous ces aspects-là, là, ben, c'est des essentiels de base dans le S du ESG, tu sais. Encore une fois, là, tout est dans tout, là. Puis, tu sais, la façon dont on peut s'améliorer dans le développement durable, d'un critère ESG, ben, tu sais, dans le fond, c'est la même approche, là. Mettons, je pense au DMAIC, tu sais. Le D, définir mon problème, définir l'objectif que je vais atteindre. Le M, se mesurer, ben, c'est ça. Savoir où on est pour pouvoir exactement tracer le chemin de où on va. Analyser, le A, analyser. Fait que c'est quoi les causes? C'est quoi les sources? Tu sais, le I, ben, il y en a qui vont dire implanter, d'autres vont dire innover en français, mais pour moi, le I, c'est co-créer des solutions. C'est mettre du monde ensemble qui viennent de différents endroits dans l'entreprise, qui ont différentes perspectives, puis de trouver la meilleure solution pour s'améliorer. Le C, contrôler, faire le suivi, faire une rétroaction, mesurer les résultats, c'est les indicateurs de performance. Puis qu'est-ce qu'on fait après? Ben, on recommence. Parce que ça marche pas tout le temps, les solutions qu'on a, fait qu'on se remet en question, puis les choses évoluent, puis on dit « Oh my God, oh non, ça, on devrait faire ça autrement. » Puis on recommence dans le même processus, tu sais. Ça, je trouve qu'il s'applique à n'importe quoi. Tu touches en n'importe quoi. L'excellence opérationnelle, plus, là. Fait que, c'est ça, au bout, moi, je me dis, concilier les deux, c'est vraiment te positionner pour exceller sur le plan opérationnel, parce qu'on n'atteint jamais à l'excellence, mais on s'améliore constamment. Mais en contribuant à l'environnement, à la communauté, à nos employés. Fait que c'est vraiment là, tu sais, l'approche holistique. Moi, c'est ça que je trouve que j'ai appris de cette intégration-là des facteurs ESG dans une entreprise, dans une organisation. Oui, tu vois, moi, je peux pas dire que ça m'a marqué, mais ça l'a confirmé des notions avec lesquelles je jonglais déjà. Un, c'est que dans tout le principe de l'ESG, ça part de l'organisation, ça part de la stratégie. Comme tu disais, ça part des tripes des entrepreneurs pour mettre en place une vision que l'on veut atteindre. Et une fois qu'on a déterminé cette vision-là et qu'on sait où on est aujourd'hui et qu'on vise où on veut s'en aller demain, l'excellence opérationnelle puis l'amélioration continue sont des outils plus que propices de nous permettre de se rendre où on veut se rendre.
Non seulement c'est une approche structurée, une réflexion structurée dans comment on fait de l'amélioration continue, mais ça nous permet d'engager toute l'équipe dans cette démarche-là pour s'assurer qu'on a une méthodologie commune pour atteindre des objectifs. Donc, moi, ça, c'est la première chose qui m'a vraiment marquée. La deuxième, puis encore là, c'est des choses que je répète souvent, mais que je trouve qu'une journée comme ça l'a plus exemplifié, mais on a tendance dans les organisations à créer des groupes pour des priorités en particulier. Fait qu'on a le groupe santé-sécurité, on a le groupe amélioration continue, on a le groupe ESG, mais ça fait en sorte que chacun des groupes ont leurs priorités, mais très rarement, on a une vision transversale de tout ce qu'on peut faire dans les projets qu'on travaille. Fait que pour moi, il faut qu'on arrête. Puis je comprends la notion de la direction, de c'est plus facile à gérer, mais je pense qu'il y a certaines structures dans les organisations qui aujourd'hui nous ralentissent à atteindre des objectifs qu'on se donne parce que c'est trop casé, structuré dans des silos. Et je pense qu'on aurait tout avantage à dire, sais-tu quoi? On a une équipe de spécialistes qui vont aborder différents sujets, mais que leurs objectifs vont toujours être en lien avec notre stratégie. Donc, si la stratégie parle de performance, de rendement, d'environnement, de ESG point là, dans son ensemble, de santé-sécurité, mais ça veut dire que tous les projets qu'on développe, sur lesquels on veut travailler, comme objectif, ils doivent avoir des objectifs de rendement, de ESG et de santé-sécurité. Et donc, on amène cette vision-là commune dans un même projet, au lieu d'avoir un projet qui va travailler la productivité, puis un autre projet qui va travailler la réduction de l'impact environnemental, puis un autre projet qui va travailler la santé-sécurité. Ça ne marche plus. Tout est tellement lié, tu l'as dit tantôt, c'est tout intégré l'un dans l'autre. Je pense que notre vision de comment gérer justement nos projets puis nos avancées, on doit intégrer de plus en plus ces réflexions-là. Donc, l'équipe multidisciplinaire, elle est de rigueur, elle est un essentiel, mais aussi se doter d'objectifs en même nos sous-projets ou les initiatives qu'on met de l'avant pour atteindre nos objectifs, pour nous aider à atteindre plusieurs objectifs et pas juste un. Je pense que ça va nous permettre de faire des plus grands pas que si on continue à en faire tout le temps. Ah, ben ça, c'est un projet ESG, ça, c'est un projet productivité, ça, c'est un projet santé-sécurité. Oui, puis excuse, vas-y. Mais non, je voulais juste dire que c'était vraiment un des constats avec lesquels je repars de cette journée-là, c'est vraiment ça. Oui. C'est le fun ce que tu dis là parce que moi, dans mon ancienne vie, j'ai été en charge de la recherche et développement dans une entreprise, fait que le développement de nouveaux produits. Puis aujourd'hui, tu sais, dans mon rôle de conseillère en innovation, l'excellence opérationnelle, elle t'encourage, dans le fond, à trouver des solutions pour améliorer tes processus, pour tes nouveaux produits. Puis, tu sais, nous, à l'époque, ce qu'on avait fait, c'est que oui, il y a ça, mais en plus, on a intégré la notion de matériaux recyclés, la notion d'énergie renouvelable. Donc, ce qui faisait qu'on mettait en place des équipes multidisciplinaires que, tu sais, oui, tu avais les chercheurs, les ingénieurs, puis on avait des opérateurs de ce département-là, mais on avait aussi des clients, on allait à l'extérieur chercher des clients, des fournisseurs, on avait la personne de l'environnement, tu sais, puis ensemble, on est arrivé l'équipe est arrivée à développer des produits qui non seulement répondaient au marché, mais en plus amélioraient notre empreinte ou améliorait des aspects de durabilité du produit. Fait que c'est ça. Il faut décloisonner. Il faut démolir les silos. Puis... Donc, on finit sur... c'était quoi le titre de la conférence de Francis? Opportunité ou nécessité? C'était option ou nécessité. Puis la réponse, c'était opportunité. Opportunité. Donc, parfait. Donc, les ESG intégrés avec de l'excellence opérationnelle, c'est une opportunité pour toutes les organisations, qu'on soit en service, en manufacturier, industriel, n'importe quel secteur, ça demeure une opportunité très présente aujourd'hui. Exact. Exact. Normalement, je finis le podcast avec des points que je retiens, mais tout le podcast était sur des points qu'on a retenus d'un autre événement, que je trouve que c'est un peu redondant de revenir avec des points que je retiens. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais rajouter? Ben non, un gros merci, puis j'espère que les participants ont trouvé ont trouvé une valeur dans nous écouter cette dernière heure.
Moi aussi, merci. J'espère que ça n'a pas été aussi dur que tu pensais puis que ça a été plus aisé. C'est super C'est bien. facile. Super. Ben, merci Lynn d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On va mettre sur le lien de LinkedIn, dans le LinkedIn, on va mettre les liens vers le site web de Dev où les gens vont pouvoir voir les conférences et les informations que tu as partagées aujourd'hui sur les différents thèmes qui ont été abordés. Moi, je vous laisse avec la vidéo pour présenter le prochain épisode qui va être un petit peu différent. Je pense que ça va être un peu à mon tour à être un peu nerveuse. En fait, on revire les choses de bord. Fait que vous allez voir, prochain épisode, c'est moi qui se fait interviewer. Donc, on revire la situation et je vous présente ça. Donc, on se revoit le 18 décembre. Merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt. Bye.